Oui, c'est bon ? Il y a des questions qui ont été posées en préparation de cette présentation, donc que je voulais reprendre. Et puis ceux qui ont d'autres questions, bien entendu, sont bienvenus. La première question, c'est: est-il plus facile de financer une croissance externe que son propre développement interne? Alors, je crois que le mieux placé pour répondre à la question, c'est peut-être Sébastien. Vas-y. Je suis pris un peu au dépourvu. Très clairement, c'est la réponse qui est. Enfin, il n'y a pas de généralité aujourd'hui. Un développement interne, naturellement, il va coûter un peu moins cher qu'une opération de croissance externe. Il sera moins rapide. Moi, je n'ai pas d'arbitrage sur le sujet. Non. Ce qu'on peut remarquer, c'est que peut-être dans une croissance externe, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, en fait, on a des éléments d'analyse qui sont la cible. On a un historique. Dans une croissance interne, on ne peut partir que d'hypothèses. On dit, voilà, si on investit dans une machine, si on recrute, on va être capable de produire plus, bien entendu, si on a les commandes qui vont en face. Et donc, voilà, on va peut-être croître de 5, 10, 15, 20%. Donc, Monsieur Collosier, peut-être... En effet, il est peut-être plus facile de grandir via une opération de croissance externe, c'est plus rapide, un peu plus risqué que via du développement interne. Mais en effet, Guillaume va compléter tous ses propos. Oui, bonjour, Guillaume Collosier, du CIC également. Donc moi, je travaille un peu sur le LBO et la croissance externe. Ce qui est très agréable dans une croissance externe, c'est qu'on sait à peu près ce qu'on finance. Enfin, en tout cas, on croit savoir ce qu'on finance. On a des moyens d'identification de certains niveaux de performance de certains actifs. On a un emprunteur qui a lui-même un vécu. Donc, on a une véritable addition. Quand on finance du développement par croissance organique, par croissance interne, là où c'est plus complexe, c'est qu'est-ce qu'on finance. Parce qu'il y a certains types d'actifs qu'on peut facilement financer, du matériel, des machines, des choses comme ça. Donc, qui ont une véritable valeur marchande. Donc, si l'investissement ne répond pas aux attentes, ben forcément, on peut le céder. Par contre, si on finance de la R&D, des choses comme ça, on est vraiment sur de l'immatériel, on ne sait pas ce que ça va donner, et c'est extrêmement complexe. Donc, je pense qu'en fait, la croissance externe, c'est un peu un bon équilibre entre ces deux cas de figure. Dans la typologie de financement, on ne peut pas dire que ce soit un sujet simple à financer, mais c'est quand même quelque chose qu'on peut mesurer. Donc, globalement, je pense que pour nous, ça reste, en tout cas, pour nous, c'est des sujets assez vertueux, parce qu'on a affaire à des gens qui ont une vraie maîtrise de leur métier et qui ont démontré un savoir-faire. Et donc, c'est un sujet qui reste assez, je pense, qui reste d'actualité, même dans un contexte plus compliqué. 2008, hein, tout le monde le sait, la crise. Restez à côté de moi, puisqu'on parle de crise de partout. Est-ce qu'aujourd'hui, le banquier que vous êtes, vous financez plus facilement de la croissance externe depuis 2008 à nos jours, ou vous préférez financer l'achat d'une machine et pas courir le risque d'un rachat? Clairement, le rachat d'une machine, c'est ce qu'il y a de plus simple aujourd'hui pour une banque. Donc, quand vous êtes sur ce type d'investissement, c'est un peu la compétition entre les banquiers à qui fera le financement, sauf si, évidemment, l'entreprise est en grande difficulté. Ensuite, le sujet de la croissance externe, en fait, c'est pour nous un véritable sujet stratégique depuis la crise de 2008. C'est-à-dire que, comme vous le savez, ça a un petit peu tout bouleversé. Le business a un petit peu s'est dégradé un peu dans tous les secteurs d'activité. Donc en fait, nous sur des sujets de transmission d'entreprise, quand on se retrouve avec un acquéreur qui fait un LBO, qui crée une holding, qui a lui-même pas d'activité, qui rachète une entreprise, on part un peu dans l'inconnu, dans un contexte qui est assez compliqué. Quand on est dans un sujet de croissance externe, on a effectivement, comme M. Raza l'a évoqué tout à l'heure, on sait que logiquement 1 + 1 ça fait 2, on espère que ça fera plus que 2, mais au pire des cas, on se dit, allez, si on a affaire à quelqu'un qui est sérieux et qu'on a bien fait notre travail et notre étude, au pire des cas, ça fera 1,5. Et on se pose la question, avec 1,5, est-ce que je dégage suffisamment de performance
pour rembourser le poids de la dette qui a permis de financer l'opération. Donc la croissance externe, c'est vraiment certainement un sujet de financement qui reste d'actualité. Et c'est également, de mon point de vue, un bien ou un mal, je ne sais pas, nécessaire dans le contexte actuel, puisque si on a des marchés qui se rétrécissent, on n'a pas d'autre solution pour survivre. Il faut que les entreprises se rapprochent et dégagent des économies d'échelle et baissent leurs points morts. Donc, pour moi, la croissance externe, c'est vraiment un sujet vertueux et de pérennité de l'avenir. Okay, merci. Je voudrais juste compléter le propos, quand même 30 secondes, en disant que ce n'est pas parce qu'un groupe sera endetté avec une opération de croissance externe que les banquiers, que les financiers limiteront par la suite des financements de machines ou d'autres financements. Donc il ne faut pas avoir peur de réaliser une opération de croissance externe en se disant je risque de trop m'endetter et derrière ça risque de freiner mon développement interne. Hein, c'est loin d'être le cas. Merci. Merci. Dans le même genre d'idée, donc, puisque le chef d'entreprise qui se lance dans une opération de croissance externe, il y a aussi cette possibilité de dire je vais faire des économies ou du rendement, mais en même temps l'entreprise que je vais acheter, il y aura des synergies avec le personnel que j'ai, donc ça peut générer également de la suppression d'emplois. Est-ce que ça, c'est également un facteur qui bloque la croissance externe ou pas ? Oui, c'est toujours un sujet délicat. Maintenant, on a, dans les opérations qu'on voit, on est dans une dynamique de croissance. Hein. Dans croissance externe, il y a croissance. Ça veut dire qu'il y a vraiment la volonté, en général, de continuer à développer l'entreprise. Et donc, on a besoin, en général, de tout le monde. Moi, j'ai vu, de mémoire, je suis en train de réfléchir, je n'ai vu aucune opération de croissance externe réalisée par une PME qui a abouti à de la suppression de doublons. Voilà, on a renforcé les équipes. En général, d'ailleurs, hein, quand les entreprises sont dans cette dynamique-là, c'est qu'elles sont déjà tendues sur leurs effectifs actuels. C'est que voilà, elles ont besoin de passer une marche. Et ça fait souvent plusieurs mois ou plusieurs années qu'elles sont dans le rouge. Donc voilà, souvent elles ont besoin de tout le monde pour continuer l'aventure. Merci. Vous avez d'autres ? Je vois que l'écran s'est mis en noir, donc je vais citer peut-être les deux autres questions de mémoire, mais peut-être que les auteurs de ces questions vont pouvoir m'aider, si je me trompe, ou me recadrer. La question suivante, elle était sur quels sont les points de vigilance, quels sont les points auxquels il faut faire attention quand on fait de la croissance externe. Il y a un premier point déjà, c'est ce que j'ai rappelé tout à l'heure dans l'exposé, c'est tout simplement d'avoir une démarche structurée pour ne rien oublier, hein, pour ne rien laisser de côté. Un des pièges, souvent dans lequel tombent des acquéreurs, c'est qu'à un moment, ils sont un petit peu pris dans le mouvement, dans l'enthousiasme. Il y a plein d'idées qui surviennent. Le contexte relationnel, on vit un peu une lune de miel avec le cédant. Et ce qui fait qu'on a parfois tendance à négliger un certain nombre d'opérations, de vérifications, de contrôles, qui paraissent tout simples hein, quand on y pense. Et puis on se dit, ça va coûter de l'argent, il va falloir faire appel à un conseil, voilà. Conseil juridique, à un auditeur, etc. Et puis on a tendance un petit peu on veut aller vite, et on a tendance à négliger ce genre de choses. Sur le plan juridique d'ailleurs, techniquement, comment ça se passe de fusion comment vous conseillez à l'acquéreur de passer par quelle forme juridique? Est-ce que absorber, tuer l'entreprise, créer un holding Alors, peut-être que ma réponse va vous décevoir, c'est de prendre la forme qui est adaptée au projet. Donc, il n'y a pas de forme absolue meilleure qu'une autre. Il y a une forme qui va être adaptée au projet et à la volonté du dirigeant. Alors, ça peut se faire évidemment par absorption, hein, tout simplement. La plupart du temps, on conserve, ce que je constate, c'est qu'il y a un intérêt à conserver l'entité juridique rachetée. D'abord parce que ça évite de perturber la relation avec les partenaires de l'entreprise, les clients, bien entendu. Hein, quand un client a un compte ouvert auprès d'un fournisseur, il faut essayer de maintenir ce compte ouvert. Ce compte, en général, il est basé sur un numéro SIRET, donc il faut absolument éviter de modifier le numéro SIRET. Hein. On va souvent
ça peut souvent représenter des difficultés importantes. Même chose vis-à-vis des fournisseurs. Quand il y a des comptes qui ont été ouverts chez des fournisseurs avec des encours, c'est toujours un peu délicat de remettre ces encours en cause et au-delà la relation avec les fournisseurs quand on change de numéro SIRET. Donc voilà, la réponse c'est il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de solution, toute faite. Ouais. Il faut réfléchir, se mettre autour d'une table et construire un projet juridique, un schéma juridique qui corresponde à ces objectifs. Eh ben, merci beaucoup, Monsieur Raza, de cette explication. Il y avait une dernière question, alors je ne vais pas frustrer. La dernière question, c'était quels sont les secteurs, hein, si je me souviens bien, quels sont les secteurs dans lesquels vous recommandez de faire des croissances externes. La réponse, hein, c'est dans le secteur. Il n'y a pas de secteur aujourd'hui où je ne recommande pas de faire de croissance externe. Tous les secteurs peuvent être susceptibles de représenter un intérêt pour la croissance externe, même les secteurs dans lesquels il y a des difficultés, et surtout dans lesquels il y a des difficultés de croissance et de dynamisme. Est-ce que, d'ailleurs, vous avez bien, les secteurs où il y a de la difficulté, est-ce que ce sont également des secteurs d'opportunité pour ceux qui rachètent ou pas? Bien sûr, bien sûr. Moi, pour vous raconter une petite histoire, il y a quelques années, je regardais le secteur du transport de très loin. Avec une longue vue en disant le transport c'est compliqué, c'est difficile, il y a un contexte social, l'augmentation du carburant, les taxes, la réglementation, la pollution, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Donc je regardais quand même de très très loin la concurrence étrangère et puis un prospect m'a amené à m'intéresser à un dossier de transport et là j'ai regardé de façon beaucoup plus détaillée et je me suis aperçu que il se passait dans le transport comme ce qui se passe dans beaucoup d'autres secteurs, c'est-à-dire que vous avez des entreprises qui sont très dynamiques, qui vont très bien et qui continuent à se développer, et puis d'autres, et qui bien entendu font bien plus parler d'elles, notamment par les médias, qui vont très mal. Hein. Donc, mais je peux vous dire qu'il y a des entreprises aujourd'hui du secteur du transport qui vont très très bien. Merci. Merci beaucoup de vos explications. Avez-vous des questions pour M. Raza ? Je vais prêcher pour ma paroisse. Je pense que vous connaissez la réponse. Hein, l'accompagnement, c'est par JCG Entreprise, Jean-Marc Raza. Évidemment. Évidemment. Non, mais au-delà de ça et au-delà de la boutade, c'est un accompagnement, ça doit être un accompagnement structuré. Hein, l'idée, pour faire court, moi, ce que je demande à mes clients, c'est de répondre en général à 3 questions quand ils veulent faire de la croissance externe. C'est est-ce que vous êtes capable d'imaginer, et qu'ils ont une cible. Alors, soit ils connaissent la cible, soit je leur ai amené la cible. Mais leur boulot à eux, c'est de répondre à 3 questions. Est-ce que vous êtes capable d'imaginer un futur pour cette entreprise? Deuxièmement, est-ce que vous êtes capable de l'y amener à ce futur? Et puis, si possible, de me décrire les moyens. Et puis, la 3e question, c'est est-ce que vous en avez envie? Voilà. C'est 3 questions fondamentales. Alors, la 3e, est-ce que vous en avez envie? En général, on peut faire des choses sans en avoir envie, mais j'ai tendance à penser que c'est mieux et on a plus de chances de réussir quand on en a envie. Voilà, ça, c'est les questions auxquelles le dirigeant d'entreprise qui veut faire de la croissance externe, et d'ailleurs, c'est des questions qui sont vraies pour toute personne qui veut racheter une entreprise, doit répondre et auxquelles lui seul pourra répondre. Toutes les autres questions sont en général des questions techniques. C'est quel prix, quel montage juridique, quelle structure humaine, etc. Tout ça, toutes les autres questions, en général, quel financement, toutes les autres questions sont en général des questions techniques auxquelles un technicien pourra répondre, dont nous, mais pas seulement nous. Ça peut être évidemment un juriste, hein, un notaire, un avocat, ça peut être un expert comptable, ça peut être un banquier, ça peut être un fonds d'investissement, etc., etc. Donc vous aurez à un moment, toujours autour de vous, des gens pour répondre aux questions techniques. Mais vous, en tant qu'acquéreur, vous avez 3 questions auxquelles vous seul pouvez et devez répondre. Ça vous satisfait la réponse? Merci, Monsieur Raza. Merci. Merci beaucoup.